Alors, bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes pour cette dernière session de Fabrique de la bande dessinée. Je suis très heureuse parce que j'ai ouvert le bal hier et je le ferme aujourd'hui. C'est une sorte d'accomplissement professionnel pour moi, je tiens à le dire. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir Barbara Canepa, avec qui on va parler du coup de création, d'univers et de concepts en bande dessinée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord, je vais faire une petite présentation du parcours de Barbara, et puis après, on enchaînera sur ce qui nous intéresse. Du coup, Barbara, j'ai essayé de faire plus ou moins court, parce que tu as quand même un parcours qui est assez étoffé. Donc voilà, j'ai essayé de faire court. N'hésite pas à m'arrêter si jamais je dis une bêtise ou que tu veux rajouter quelque chose. Pas de souci. Ça marche. Donc tu as commencé ta carrière en 96 en tant qu'illustratrice et character designer pour la Walt Disney Company, Oui. chez qui tu as signé un grand nombre de projets, des histoires, des couvertures, donc notamment celle du magazine La Petite Sirène qu'on voit juste derrière nous. Donc tu me disais là à l'instant que tu as fait toutes les couves pour ce magazine. En effet, sous celle-là, je faisais toutes les couvertures, donc les dessins, c'est moi. Donc là, c'est complet. Je fais les dessins, les couleurs. Dessins et couleurs, Ouais, tout à pour 3 fait. années, je fais ça. Okay. Chaque mois. Tous les mois. Tous les mois. Travail régulier. Oui, travail régulier. Ouais. Et tu as aussi fait d'autres petits projets spéciaux pour la Walt Disney Company. Ouais. En 97, tu réalises avec Elisabetta Gnone et Alessandro Barbucci l'univers de la célèbre série des Witch. Oui. Ensemble, vous en créez le concept, les personnages, les décors, le style graphique et la palette de couleurs. Oui, tout. Vous avez tout créé. Il n'y avait plus qu'à faire. Et le magazine Witch va très vite devenir un succès planétaire. Il s'en vend des millions d'exemplaires, publiés dans plus de 120 pays. Et la série est ensuite déclinée en 2 séries d'animation. Oui, exact. On n'a pas les droits. Sinon, je mais vous n'avez pas les droits. Genre, Moni, je sais pas, à les Seychelles, à moi, quoi. Donc, j'ai rien touché. Je fais que ça gratis. Vous avez tout appartient à Disney, du coup, ouais. Malheureusement, oui. On était resté juste 11 années au tribunal pour les droits moraux, que j'ai gagné. Mais je n'ai pas gagné les droits Donc, je suis officiellement la créatrice de Witch, mais je n'ai pas reçu 0. Du coup, quelques années plus tard, en 2003, et toujours en collaboration avec Alessandro Barbucci, tu crées la série Monster Allergy. Oui, là j'ai gagné. Et là tu as gagné, oui. Non, là effectivement on a fait un contrat vrai des droits d'auteur, toujours avec Disney. C'est ce que j'allais dire, t'as pas été trop rancunière, t'as vendu les choses à Disney. On se voyait face au juge d'un côté, de l'autre côté on faisait des projets. Donc comme quoi l'un ne conditionne pas l'autre. Ouais. Donc Monster Allergy va aussi rencontrer un grand succès. Tu me le disais, un petit peu moins en France, mais un peu plus à l'international. En France, oui, c'est sorti par Soleil à l'époque. Après, elle a continué un petit peu l'édition Lombard. Mais en effet, sont sortis que 29 numéros. C'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Mais actuellement, on a dépassé les 50 dans tout le monde. Donc, la France, elle a arrêté depuis des années. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas pris. Et en effet, vous pouvez les regarder sur Netflix. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est disponible. Il y a une série d'animation. C'est pas beau. Hein, c'est vraiment... Donc la dessin animé, c'est vraiment... T'es pas fan du non. Si je comprends bien. Donc du coup, tu viens de le dire, la série a été adaptée pour l'animation par la Disney Channel et la Warner. Warner, si je dis pas de bêtises. Warner. Et elle est diffusée sur Netflix. Et si je dis pas de bêtises, elle a même été adaptée en comédie musicale en Italie, c'est ça? Oui, ça c'était drôle. Ouais. D'accord. Ouais. C'est pas banal pour une série. Non, ça c'était vraiment drôle. Voir à théâtre. Ouais. C'était manche à mort, mais c'était bon. Il y avait un côté drôle. Je demande à voir. Toujours avec Alessandro Barbucci et en parallèle, puisque c'était dans les années 2000, tu crées... Oui, c'est vrai que j'ai pas passé. Oui, c'est bien. Il y avait Witch, du coup. Non, si tu peux passer mes images. Monster Allergy, tu veux que je passe? Oui, c'est mieux. Après, on va le mettre ton PDF, du coup, on va reparler de tout ça. Là, je fais juste ta présentation. Ok. Et puis après, on va repartir... Ça, c'est la première couverture de Monster Allergy. Monster Allergy.
Ça, c'est Sky Sky Doll. Doll. Donc du coup là je vais en parler. Donc toujours avec Alessandro Barbucci en parallèle, puisque c'est dans les années 2000, tu crées la série Sky Doll aux éditions Soleil. Oui. Une série plutôt pour adultes, on peut dire cette fois. On a mis tout ce qu'on pouvait faire chez Disney, donc la religion, le sexe et la politique. Donc le total contre-pied. Oui. Donc, qui sera publié également dans toute l'Europe, mais aussi en Asie et aux États-Unis. Oui, au Japon aussi. Et qui sera au Japon, ouais, et qui sera multi-récompensé, notamment par un prix Albert Uderzo. Si je dis Oui, pas de c'est bêtises, bien. ouais. On avait gagné 8 000 € à l'époque. On a dépensé tous les sous à Bali en 2 mois. Parce que on ne savait pas d'y gagner autant, donc on dit on va dépenser tout. J'ai fait 2 mois magnifiques à Bali. Merci, C'était monsieur. 2 mois intenses. Oui, 2 mois intenses pour dépenser les 8 000 € à l'époque. Ouais. Du coup, après en 2008, tu rajoutes une nouvelle corde à ton arc puisque tu deviens directrice de collection aux éditions Soleil, chez qui tu développeras 2 collections, 2 très belles collections et assez connues, Métamorphose que j'ai là et Vénus Dea. J'ai pas trouvé le logo de Vénus Dea. C'était plus une collection artbook, donc j'ai fait les artbooks d'Arto de Pense, des Carascoët. C'est une collection un peu arty. On l'a arrêté parce que bon, quand même, les artbooks sont magnifiques, mais les ventes sont toujours autour des 1000, 2000, et au final, c'est pas rentable. Comme dire, on nous prend beaucoup de temps. Après, l'éditeur te dit bon, là, t'arrêtes, c'est vrai, parce que c'est cher à faire, c'est cher à vendre aussi. Un artbook, on doit le vendre à 40, 50, donc c'est pas pour tous les poches. Et c'est vrai qu'en effet, on l'a arrêté. Elle a quand même vécu 11 années, mais après, je l'ai arrêté. Ouais. C'était des bouquins qui sont faits pour être des beaux gros, livres. C'est des beaux livres, voilà, oui. C'est un public un peu particulier. L'idée, au début, qu'on devait les vendre à l'international direct. Et après, on n'a pas réussi à avoir les réseaux et c'était compliqué. C'est un peu comme Tasken. Tasken, il fait ça et vend directement à tout le monde. Donc, alors, oui, c'est rentable. Mais après, trouver quelqu'un qui va à acheter la licence, faire le même livre aussi cher à un tirage petit, il n'y a personne. Les éditeurs, ils ne peuvent pas s'y mettre ça. C'est trop difficile. Donc, c'est difficile à vendre. Ouais. Donc on vendait qu'en France, donc on a arrêté. Du coup, en même temps que tu deviens directrice de collection, tu réalises au passage 2 albums, 2 albums à l'univers un peu plus sombre. End avec Anna Merli. Anna Merli. Et alors, j'ai pas trouvé non plus de visuel, mais Mina's Diary. Il doit encore sortir. Il fait juste 200 pages. Ok, il n'est pas encore sorti, d'accord. Non, il va sortir. Il fait juste 200 pages. 3 fois rien. Et donc, c'est du coup, Mina's Diary, c'est une réinterprétation du mythe de Dracula, c'est ça? C'est une interprétation du Stoker au contraire, du sens que je pars à la fin. Donc, je vais en arrière et on découvre comment ils se sont connus. Et je réinterprète un petit peu l'histoire. Donc, c'est surtout une écriture. C'est une excuse pour y voir encore les vampires dans notre point de vue. Donc, j'ai recréé des vampires qui n'existaient pas. Et c'est compliqué parce que tout le monde a daté les vampires, évidemment. Et donc, c'est mon gros pari d'y faire des vampires que vous n'avez jamais connus. Donc, vous verrez. Vous devez même tourner les livres parce que la lecture du vampire, c'est le contraire. Et on utilisera même un encre transparent que vous devez utiliser avec la lampe quand eux parlent, parce que nous n'entendons pas. Donc, c'est un livre-objet, donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué à le faire. Mais c'est vraiment un concept encore assez particulier. Assez particulier, ouais. Du coup, pour continuer, en 2022, tu quittes finalement les éditions Delcourt Soleil pour te lancer sous l'impulsion de Mourad Boudjelal et avec la collaboration de Clotilde Vu et Jean-Luc Istin. Jean-Luc Istin, vous voyez peut-être qui c'est la personne qui est à l'origine de l'univers des Terres d'Aran, si je ne dis pas de bêtises. Les elfes, les gnomes, c'est ça, avec les séries les nains, mages et gobelins, etc. Donc c'est la personne qui a été à l'origine de ces univers-là. Et c'est ce qu'on appelle une série concept, en fait. Une série concept, c'est-à-dire que vous allez avoir un élément central et vous allez avoir soit des séries, soit des albums qui vont tourner autour de cet élément et vous allez avoir des possibilités du coup de développement plus ou moins infinies, quoi. Donc du coup, vous développez, donc j'étais en train de dire que vous créez en collaboration là, une nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions Oxymore. Oxymore, ouais. Et encore là, j'ai encore des tribunaux ouverts, évidemment, parce que ma vie, c'est avec les juges. On est resté hyper copains avec Guy Delcourt, comme vous imaginez bien.
C'est ma vie. Moi, les jours, on fait les vacances ensemble. C'est une longue histoire d'amour. Non. Vous y publierez un premier ouvrage, donc Métamorphose, qu'on a juste là. Ouais. C'est ce qu'on appelle un leporello. Donc en fait, un leporello, c'est un ouvrage sur lequel vous avez la couverture, la 4e de couverture, mais pas de dos. Donc en fait, vous pouvez l'ouvrir comme un accordéon, en fait. Ça se lit, voilà, des deux côtés. Et du coup, ce livre traite du cycle de la vie et de la Renaissance. Il a été réalisé à 4 mains avec Benjamin Lacombe et illustré par un artiste contemporain. Vous faites souvent intervenir des artistes un peu hors du milieu BD. Voilà, on peut pas l'ouvrir. Et il peut se lire, du coup, voilà, c'est pour symboliser. En fait, c'est un cycle. Du coup, vous pouvez le retourner dans tous les sens, le relire de chaque côté, débuter par la fin, finir par le début. Donc, en fait, ça se lit un peu dans les deux sens. Celui-là, il vient de sortir en octobre. Donc, si vous ne l'avez pas repéré, je vous le conseille. Pas pourquoi je l'ai fait, mais l'artiste, c'est Marco Mazzoni. Il a fait vraiment un travail incroyable. C'est sur la vie, sur les concepts de la vie et la mort. Et vu que je voulais parler des humains, donc la peur de la mort qu'on a, j'ai juste fait totalement une métaphore avec une petite grenouille. Qu'elle meurt, elle vive, mais en quelle manière. Donc c'est vraiment hyper poétique et vraiment beau, ce qu'il a fait surtout Marco. Oui, c'est très joli à regarder. Ouais. Ouais. Et enfin, en 2024, tu crées le concept et l'univers de la série Au Chant des Grenouilles. Au Chant des Grenouilles. Une série jeunesse, cette fois-ci, co-scénarisée avec Anaïs Allard. Oui. Et dessinée par une dizaine d'artistes internationaux. Oui. Dont le premier tome a été dessiné par Florent Sacré, qui était présent ce week-end, et paru du coup aux éditions Oxymore fin mai. Ok. Voilà pour la partie présentation. Du coup, après, je vais lancer ton PDF, du coup, et on va passer sur l'explication. En fait, le but de cette table ronde, c'est de vous parler un petit peu, justement, de création d'univers et de concept, puisque Barbara est une artiste qu'on appelle une artiste complète, c'est-à-dire qu'elle est autant sur le scénario que sur le dessin, que sur la couleur. Du coup, on va... Alors, c'est celui-ci, hein. Tu m'as dit que c'était Amiens PDF, hein. Et du coup, alors je vous ai distribué des petites fiches. Donc le principe, c'est que ce soit quelque chose d'un peu léger. C'est-à-dire que là, on va parler de création. Barbara va nous parler de son parcours. Elle va nous expliquer comment elle a abordé en fait la création de chacun de ses univers. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai distribué une petite fiche qui est censée être une espèce de guide de la création. Donc je vous ai mis quelques indications pour dire que vous puissiez avoir des grands axes pour noter vos idées. Mais le but, c'est qu'au cours de la conversation, vous reteniez des petites choses sur comment est-ce qu'on crée un univers et que vous fassiez votre propre petit guide et qu'après, à la maison, vous puissiez potentiellement reprendre vos idées et développer votre propre univers. Vous en mettre un très grand les images chacun, ouais. Chaque image, chaque fois. Chaque image, je ne sais pas si je peux le choisir de mettre une image par une image ou. Je pense, ouais. Hop. Ou si je réduis comme ça. Voilà, parfait. Parfait, ça te va. Oui. Eh ben, écoute Barbara, je vais te lancer sur ton PDF et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure de la conversation, levez la main, arrêtez-nous et puis on y répondra au fur et à mesure. Ouais. Ok. C'est parti. Ben, écoute. Donc là, comme elle disait, non, là c'était effectivement, on peut quand même. T'as pas la possibilité de faire à chaque image. De faire chaque image, ouais. Attends. Est-ce que je peux le mettre? Je sais pas. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir. Non, bon, c'est trop compliqué. C'est bizarre, il s'est mis. Ouais, je sais pas pourquoi il me met pas image. Ah, ça y est, c'est bon. Donc après, Sophie, je pense... de passer, ouais. Okay. Donc là, bon, vous avez compris, pour des années, je fais le character design pour la petite sirène. Là, effectivement, il n'y a pas de la créa parce qu'effectivement, on est sous un personnage qui était déjà existant, donc je ne pouvais pas. Mais j'ai eu déjà problème là-bas. Parce qu'en effet, quand on travaille chez Disney, on doit respecter exactement les personnages qui déjà existent. Et donc, on a des style guides, ça s'appelle style guide, ce sont des gros livres qui, même au millimètre, alors tu dois compter 8 mm pour l'œil de la sirène, l'œil comme ça, fais attention les nez, tout. Donc, on apprend vraiment par cœur chaque personnage quand on travaille pour Disney. Et moi, évidemment, je respectais aucune règle. Il faisait chier à mort. Donc, en effet, quand j'ai commencé à faire La Petite Sirène, j'adorais les créateurs de La Petite Sirène. Je ne savais pas si vous le connaissez, il s'appelle Glen Keane. C'est un gros animateur en Disney.
Et c'est lui qui a fait le character design de la petite sirène. Elle a un trait très particulier. Et moi, j'adorais les traits de Glenkine. Mais ce n'est pas vraiment la chose qu'après, c'était fait avec les films. Donc, je me suis remis sur quelque chose que c'était plus manga et Glenkine. Et Disney était hyper embêté. Pourquoi? D'un côté, les gens ils demandaient mes couvertures. Moi, je respectais aucune règle. Et au final, j'ai résisté 3 années quand même. Chaque mois, j'avais les couvertures. Et effectivement, le système Disney a commencé à avoir bon du mal. Moi, j'étais une lectrice manga. Et j'ai commencé à parler à Disney de faire du manga en Europe. À l'époque, on parle de vraiment 30 années avant. Hein. Et eux, le manga, jamais dans la vie, c'est pas possible, l'ennemi mortel, parce qu'en effet, pour eux, le manga, Disney, il récupérait l'âge juste à l'adolescence, juste à 12, avec les films, les courts-métrages, etc. Et après, il les récupérait en âge adulte. Et il avait un trou. Ce trou, c'était le manga. Et pour eux, c'était l'enfer, parce qu'ils ne savaient pas comment récupérer les Torahs. Et moi, j'ai dit, bon, on fait un manga Disney où on met la façon de vivre à nous avec la vision d'un japonais. Parce que de toute façon, même si nous, on a une empathie forte vers les personnages japonais, leur vie, leur école, la façon de vivre, ce n'est pas la nôtre. Donc, on fait ça avec des personnages, avec une narration très introspective, lente, comme c'est la narration manga. Et donc, on a commencé à travailler. Je sais qu'elle peut bouger. OK. Donc, non. Voilà. Donc, ça, c'est Witch à l'époque. C'est le début de Witch, ouais. Oui. Il n'osait pas mettre les personnages seuls. Il devait avoir quand même un personnage connu que c'était à l'époque Daisy. Donc, en effet, là, il y a la petite grenouille d'Irma, donc des personnages. Et il y avait Daisy à l'époque dedans. Donc, nous, on était embêtés parce qu'on ne voyait pas un canard. Ouais, que c'est ça. Un canard qu'elle parle avec des gamines vraies, quoi. Donc, au moment, on dit, bah, vous êtes sûrs? Oui. Donc, on s'est mis off et on a travaillé chez nous. C'est les personnages ça, c'est les premiers personnages qu'on avait fait. Donc, le style, c'était notre premier style manga. Hein. Donc du coup, Witch, si je comprends bien, du coup, c'est né, du coup, l'idée de Witch est née d'une impossibilité de faire, du coup, ce que tu voulais avec les couvertures, par exemple, de la petite sirène. Oui, avec Disney, tu pouvais pas vraiment. L'idée, comme là, c'est intéressant pour vous. Pourquoi c'est, un projet comme ça, il a marché? Parce qu'en effet, sur chaque fille qu'on a mis là, déjà, c'était un projet inclusif à l'époque. Et on l'a fait ça naturellement. Parce que je dis, tu dois faire les projets inclusifs. Je dis, oui, mais moi, je les fais naturellement, les projets inclusifs. Je n'ai pas besoin que vous me dites de mettre, une chinoise avec, j'ai aucun problème, parce que pour moi, c'est la chose plus naturelle du monde qu'on est tous ensemble. Donc, mais à l'époque, ils ne voulaient pas. Donc, quand on a créé Tarani, qui était quand même black, on a gamine de couleur, panique, parce qu'il n'y avait pas encore les films avec les personnages différents. Donc, problème, on va sur un terrain qu'on ne peut pas, tu la dois lever et tout. Je dis non, je ne vais pas lever Tarani, ce n'est pas possible. Parce que moi, je voyais à l'école, j'habitais à Milan, je voyais l'école, les petites, c'était mixte, c'était génial. En plus, le fait que tout le monde, on est copains, et il n'y a aucun problème de racisme si on s'habitue depuis petite à avoir des copains qui sont différents. Donc, on voulait un projet vraiment inclusif. Et eux, ils ne voulaient pas. Donc, on a travaillé en off 2 années. Ces projets-là, 2. Et à un moment, c'était débloqué simplement parce qu'il y avait un directeur très important en Amérique, à New York, Disney, qui était un fan de Wicca. La Wicca, c'est une partie de la magie blanche. Était un fan, quand on a vu Witch, a dit, c'est nous qu'on va financer donc, les States, allons financer les projets qui étaient en Italie. Et donc nous, on a pu continuer les projets. Et la chose qui est intéressante, vu la thématique qu'on parle d'aujourd'hui, de la créa, comme on a créé ces projets-là, effectivement, on a mis tous mes copines. Comme dire, l'effet que Will, le personnage principal, est fait toujours comme ça. C'était une amie à moi qui, quand elle était timide, elle faisait ça. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que je vois des filles, des hommes grands, que je dis, tu sais, moi j'ai fait ça aussi.
Et en effet, l'autre, elle était timide, elle faisait certaines choses. Donc, on a donné comment créer des personnages. Il suffit de regarder à côté de vous. Ce n'est pas difficile. Hein? Donc, commencez à être curieux et regarder. Donc, effectivement, ces personnages ont tous des caractéristiques des gens qu'on connaissait. Et ça, c'était que ton entourage, en fait. Tu t'es complètement Tout basé mon entourage. sur ce qui Par t'entourait. exemple, Mara, que c'était Irma, parce que ça, c'est le premier nom. Hein. Mara, que c'était la première qui était devenue Irma, c'était moi petite, donc un peu plus grosse, un peu méchante, comment dire, un peu, tu sais, ose me toucher, t'es mort. Et en effet, on a mis certains détails, même personnels, à chaque personnage. Et c'était un travail énorme, du sens qu'on a mis beaucoup de ces choses à chaque personnage. Et en effet, ces personnages sont devenus vrais. Du sens que plus de détails vous ajoutez à vos personnages, caractéristiques, le fait qu'elle a la lunette, le fait qu'elle aime bien plutôt la science-fiction, elle lit plutôt, c'est une nerd, plutôt qu'avoir une belle robe et tout, mais ce sont des choses qui vont caractériser chaque personnage. Et aujourd'hui, quand je vois les lectorats que j'avais à l'époque, même à l'époque, hein, je rappelle, ah, mon préféré c'est Irma, moi je suis Cornelia, ah, moi je suis... Parce qu'en effet, chacun, il y avait une vraie identification. Donc la première chose à faire est d'observer les gens. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est un peu étrange, un peu qui sort de la masse, vous le prenez, vous le copiez. C'est un personnage. Ça fait un bon personnage de bande dessinée. Moi, chaque fois que j'encontre quelqu'un qui est space, je commence à écrire toutes les choses. Mais c'est vrai. Comment dire, vous ne devez pas réfléchir trop. Et on est entouré d'idées. Seulement qu'on ne se rend pas compte, on le cherche à droite, à gauche, et des fois, il devient faux parce qu'on cherche des idées plutôt commerciales. C'est vrai qu'on a tendance aussi peut-être un peu à sacraliser le côté création en se disant c'est quelque chose qui est forcément qui relève du talent, de quelque chose qui va me tomber dessus à un moment, voilà, où je suis pas acteur de ça, alors qu'en fait il suffit juste peut-être de s'intéresser à ce qui nous entoure et que même les choses intéressantes, les personnages les plus intéressants viennent en fait de nos entourages. Oui, exact. Donc là, vous voyez la version définitive. Donc après 2 années, on a fait ça. Et après, on a pensé qu'effectivement, quand on sont petites, donc on sont normaux, comment dire, on vit dans notre comment dire, système terrien. Hein. Ils sont avec l'âge donc des 13, 12 qu'elle avait. En effet, quand ils se transforment, ils deviennent des sorcières, ils deviennent à peu près 16, 17, donc beaucoup plus belles. Et aussi un peu charmant. Mais on n'a pas utilisé aucun pouvoir sorcière comme ça. Ils sont des pouvoirs aussi, comment dire, de l'air, de la terre, de l'eau. Et ils font. Et après, bon, évidemment, la saga des Witch, c'est devenu gigantesque. Moi, je ne l'ai pas géré parce que dans les moments qu'ils m'ont dit, écoutez, on ne signe pas votre contrat du droit d'auteur, on s'est donné la main, on s'y voit en face un juge. Donc, moi, je suis partie avec un gros parti de l'histoire des Witch que j'avais donné à Disney. Disney panique, il ne savait pas quoi faire parce que nous, on n'a pas raconté l'histoire des Witch. Donc, on avait mis tout dans les premiers tomes, mais après, ils ne savaient pas du tout que c'était l'histoire. Et après, effectivement, il a créé l'histoire en vrai, que je ne sais pas qui parmi vous qui l'a lu. C'était l'histoire qu'en effet Disney l'a voulu faire. Donc aujourd'hui, avec l'âge, je peux dire que le succès de Witch s'est donné beaucoup à nous, mais beaucoup à Disney. Parce qu'en effet, mon histoire, c'était beaucoup plus sombre. Un des 5, il avait le pouvoir de la mort. Parce qu'en effet, quand on est ado, souvent, tu ne veux pas voir quelqu'un, et si tu veux faire comme ça, le disparaître, c'est génial. Et bon, quand même... C'est un super pouvoir, mais c'est un sacré pouvoir. Donc, en effet, il y avait tout un côté aussi un peu dur de l'adolescence que je voulais mettre dedans et que je ne suis pas sûre qu'après, il y a eu le succès commercial. Ouais, exact. Mais du coup, moi, j'avais une question justement à te poser sur Witch. C'est un univers du coup qui a été créé pour être développé dans un magazine. Donc, du coup, au long cours, un univers au long cours.
Comment est-ce qu'on développe un univers comme celui-ci? Est-ce qu'il y a énormément d'éléments que tu dois déterminer dès que ça démarre? Ou est-ce que tu laisses quand même une certaine partie? Est-ce que tu laisses vraiment le minimum? On laisse toujours dans les projets, même aujourd'hui, on laisse toujours une ouverture, du sens qu'on doit créer la base, évidemment. Et mais pas le reste. L'important est toujours, on va créer une histoire. Imaginons que les personnages commencent ici, après il y a un parcours initiatique, il fait ça, ça et ça. Vous devez savoir que dans le moment que vous écrivez un livre, un BD, ne commencez jamais au début. Vous devez commencer à moitié. Comme ça, vous pouvez revenir arrière avec les souvenirs. Jamais commencer où vous voulez, beaucoup plus avant. Okay. Et vous revenez arrière. Donc, c'est important de créer la partie avant. Tout la partie avant. Même des familles. Parce qu'après, si on a des secrets, la grand-mère elle avait des secrets, on doit connaître où on y va. C'est ça, il faut une cohérence. Ouais. Les futurs, donc, quel que s'y va passer, tenez toujours une porte ouverte. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui se passe? Dans les moments que vous créez un personnage, une histoire, au début, vous n'êtes pas encore dedans vraiment au personnage. Et à un moment, vous commencez à les connaître comme un copain. Et donc, vous commencez à raisonner aussi comme lui. Et bien, dans le moment, vous vous rendez compte que c'est un choix que vous avez fait au début, ce n'était pas bon. Donc, vous devez toujours tenir une porte ouverte au changement. Parce que les personnages, au moment, ils décident lui-même de faire les choses. Ce n'est pas vous. En effet, quand vous créez une histoire, c'est les personnages qui décident que vous devez faire. Ce n'est pas vous. C'est toujours les personnages. À un moment, c'est le personnage qui parle. Il faut réussir à complètement se détacher de son personnage pour qu'il ait sa volonté propre. C'est ça, ouais. Oui. Ça, c'est la force des personnages. Donc là, bon, c'est toujours... là, on avait fait un petit clin d'œil à Minnie. À Minnie. Ça, c'est la première couverture en Disney. En effet, on a fait les premières 5 couvertures blanches. Là encore, la couverture blanche, jamais dans la vie. Pour moi, c'était le manga à 100%. Et en effet, avec les 5 personnages grands et les autres tout petites. En effet, on avait fait les premières 5 couvertures et après, on est parti. Et du coup, pour la transposition de Witch en série d'animation, ou même pour Monster Allergy, est-ce qu'on t'a recontacté? Est-ce que tu as eu ton mot à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a eu de la réécriture? Est-ce que non, Monster Allergy, là, c'est totalement liberté, parce qu'en effet, quand Witch est sorti, eux, ils pensaient que c'était un plan foireux. Ils pensaient qu'il ne vendait pas du tout. Il a vendu 80 millions de copies. La première semaine, il a vendu 300 000. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont revenus à nous dire « Ah, c'est à nous, c'est pas à vous », parce qu'ils ont vu le sou. Donc, en effet, quand ils ont vu qu'on était capable de créer quelque chose qui pouvait marcher, ils ont dit « On fait quelque chose de similaire à Witch, mais avec un protagoniste masculin ». Donc, on a fait Monster Allergy. Mais Monster Allergy, c'est né comme une espèce de cordon ombilical à Witch. Et c'est un projet qu'on n'a pas senti dans les tripes. Je ne sais pas comment expliquer. Witch, c'est né vraiment d'une vraie volonté d'écrire cette histoire. L'autre, c'était une commission. Il ne veut pas dire que quand tu fais une commission, tu fais moche, hein, comme dire, quand même, tout y met dedans. Mais c'était une commission. Donc, en effet, c'est pour ça que pour moi, je pense que les succès, ce n'était pas les mêmes. Déjà, bon, avoir un succès dans la vie, c'est énorme. Hein. Bah, deux, c'est pratiquement impossible. Mais en effet, je pense que le fait que c'est né plus comme un projet marketing de leur part, à un moment, on sentait un petit peu on le sent, hein, de toute façon, quand on lit une histoire. C'est quelque chose que l'auteur a vraiment voulu raconter, et quand c'est plutôt quelque chose peut plaire. Voilà. Ok. Donc là sont les pages. Ça, évidemment, on a mis des gamines nues. Oh, qu'est-ce qui vous... Ça, c'était... Faire passer cette page, vous n'avez pas l'idée, quoi. On a réussi, hein, quand même. Hein. Donc, c'est passé. 30 années avant, hein, on parle. Pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas pareil qu'aujourd'hui, hein, à l'époque. Hein, ça. Donc, le succès, c'est arrivé même au Japon. Donc, en effet, les Japonais, ils l'ont transporté. Donc, il y avait des dessinatrices très fortes, en plus, qui ont arrivé to Witch manga. Et donc là, il y a eu un changement dans l'histoire ou pas pour la réadaptation? L'histoire était la même, mais eux étaient bien mieux que nous, quoi.
On a vu, je dis, oh, bon, ça va. Je dis, c'était vraiment ouf, quoi. Et du coup, pour écrire une histoire comme ça qui plaît à tous les publics, autant le public... C'est devenu petit. Oula, c'est petit, ouais. Le public américain que le public européen, que le public asiatique, par exemple, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes publics. Est-ce qu'on a une adaptation particulière de l'écriture ou juste t'as abordé les choses de la même manière? Moi, quand j'écris, je pense toujours à écrire pour tout le monde. Comment dire, c'est un peu comme quand on est sous les séries que vous voyez sur Netflix, où c'est important d'écrire sans penser qu'on doit écrire pour nous, pour le Japon, pour l'Amérique. C'est toujours, on doit écrire en général pour l'âge. Donc, un gamin américain, on ne peut pas l'augmenter. Ouais. J'arrive pas du tout à l'agrandir, ou alors il faudrait sortir du mode plein écran pour... Ok, bon. C'est petit, c'est étrange. Bon, ok. Ouais, c'est bizarre. Ok. Hop, je te le remets en mode plein écran. Peut-être que c'est petit le file. Et je vais pas y arriver, il va pas vouloir. Non, mais là c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Mais ça c'est par exemple sur la couverture qu'on avait fait par Lombard. Donc, et après, en effet, en Europe, ça c'est Bombo, par exemple, comme elle est née. On le verra. Bombo, comme elle est née. Elle est née simplement dans un voyage qu'on a fait à Barcelone. Et j'ai réfléchi sur un tableau de Joan Miró. Et c'est Joan Miró. Hein. Si vous connaissez Joan Miró, regardez bien. Et donc, moi, j'adore tous les animaux moches. Donc, j'adore les crapauds, j'adore les salamandres, les lézards et tout. Et donc, on a fait un Bombo Joan Miró lézard. Et c'est un peu ça. Un croisement d'inspiration. La chose rigolo qu'elle marche aussi quand vous faites de la créa et d'y mélanger des choses improbables. Vraiment, qu'est-ce que tu as pensé? Pourquoi tu as pensé ça? De Joan Miró avec un lézard, vous voyez. Et en effet, c'est ça qui après elle marche. Et d'un coup, le personnage devient fort. Et tu l'oublies plus. Le fait que lui a cette tache, ces couleurs si fortes, une fois qu'on le voit, c'est difficile de l'oublier. C'est ça important aussi. Au premier coup, au premier jeter d'œil, je ne sais pas comment dire, coup d'œil, vous ne devez jamais oublier les personnages. Si après 10 minutes, demandez à des amis d'écrire les personnages que vous avez dessinés. Si votre copain il a déjà oublié, votre personnage n'est pas fort. Vous le prenez, vous le jetez. Okay. Pourquoi un Naruto ou des personnages, on les reconnaît parce qu'ils ont des caractéristiques uniques. Donc, plus les personnages ont des caractéristiques que nous, normalement, on n'a jamais vues, plus les personnages sont reconnaissables. Ça le rend unique. Voilà, c'est ça. Exact. Du coup, on va devoir ressortir du mode du plein écran pour essayer de... Hop. Oui. Donc là, bon, ce sont tous des personnages, on peut aller vite fait, là, c'est tous des personnages. Par exemple, en Italie, vous voyez, les personnages, ils sont devenus adultes. Nous, on ne le connaît pas en France, du coup, c'est ça? Non, ils sont devenus adultes. Et donc, après, il y a l'histoire qui sont bien plus compliquées, etc. Okay. Là, ensuite, on passe à Skydoll. On passe à Skydoll. Donc, en même temps que je faisais Witch et Monster Allergy, on savait qu'on mettait les pieds dehors dans l'Italie surtout. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas rester en Italie, parce que l'Italie s'était submergée du merchandising de Witch. J'allais à la Auchan italienne et j'avais les mags de Witch. J'avais les Kinder Nutella de Witch. ma mère qui me disait « tu vois, tu serais riche ». Et moi, expliquais à ma mère que pas du tout. J'avais Witch partout. Et à un moment, je ne pouvais plus. Donc, j'ai quitté l'Italie. J'ai dû quitter l'Italie par survivance. Je suis venue en France. Et en France, il n'y a personne qui nous connaissait. Parce que nous, on était à l'interne d'un groupe. Donc, à l'interne d'un groupe, on était connus, Alessandro et moi. Dehors, personne. Donc, en effet, on a dit, on fait du franco-belge. Ouais. C'est pas pareil.
Et donc, nous, on est venu en France d'un moment que l'hybride manga japonais-européen n'existait pas. Donc, quand on s'est sorti Skate Doll, c'était hyper étrange. C'est un ovni. C'était un ovni à l'époque. Parce qu'en effet, l'hybride, aujourd'hui, vous êtes habitués à les voir. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Et c'était du franco-belge. Hein. On avait Spirou, il y avait Silage, mais pas un style manga, Silage. Même la narration du Silage n'était pas manga. Et donc, c'était un gros pari pour nous à faire ça. Et en effet, on a eu, pour vous dire que nous, on était à l'aise chez Disney quand on a présenté Skate Doll à tous les éditeurs français, donc Paris d'Argo, Vendée, tout à l'époque. Hein. Tout le monde a dit non. Même, je rappelle, les Humano associés, que pour moi, c'était l'Amazon parfaite. Hein. Donc, on est revenu en Italie avec les cornes bas. On a retenté l'année après avec Delcourt, qui gentiment, il reste toujours un bonhomme, hein, Delcourt, gentiment m'a dit que c'était mieux que je vendais des légumes et des fruits au marché plutôt que faire la BD. C'est gentil. Ouais. Ouais. Et Manu, on a insisté, et donc à l'époque c'était Soleil, donc Mourad Boujelal, qui c'est de nouveau mon éditeur, c'est pas un hasard, hein, qui nous est revenu ensemble, et qui m'a dit non, je le publie. Et en effet, c'était pas un énorme succès, mais à la fin, c'est devenu plutôt iconographique. Oui, puis quand même dans le milieu de la bande dessinée, c'est un. Comment dire, c'était. En fait, tout le monde dit on avait vendu énormément. Non, on n'a pas vendu énormément, mais c'était plutôt connu. Comment dire, on connaissait Skate Doll, mais après, bon, comment dire. Donc là, on peut. Par rapport à Skate Doll, du coup, ce qu'on expliquait tout à l'heure, il y a un truc assez intéressant. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un petit tournant dans ta création, parce que du coup, tu as pris complètement le contre-pied, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ce que tu faisais chez Disney. Oui, là, en effet, c'était on met tout. Ça a été un besoin ou ça a été quelque chose que tu as cherché? Non, c'était un besoin. C'était vraiment un besoin, non, c'est pas que j'ai besoin de parler du sexe, des religions et tout, mais en effet, comment dire, t'ajoutes un petit détail, ça tu peux pas, tu deviens parano chez Disney. Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, ils font les inclusifs. Donc, on veut faire tout, la famille est divorcée, la mort, on ne pouvait pas parler de la mort. Aujourd'hui, il faut mourir les personnages. Mais à l'époque, donc on parle au début de Disney, oui, parce qu'effectivement, Bambi, etc., il y avait des morts, mais à un moment, la mort, on ne pouvait pas l'aborder. Et en effet, tout ça, il était... et en plus, à l'époque, on avait... il venait d'arriver le jubilé. Donc, en Italie, quand il y a le jubilé de 2000, c'était l'horreur. Moi, j'ouvrais la télé, il y avait les papes. Les papes ont fait pipi aujourd'hui. Les papes ont dit ça. Donc, c'était une nécessité de parler de ma religion catholique et la cassée mais sans dire trop, parce qu'en effet, on voit qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec les religions en général. Mais on le dit avec classe, je trouve. On le dit avec classe. Oui, parce que du coup, dans Skate Doll, tu abordes des sujets comme l'extrémisme religieux, le fanatisme. Oui, parce que la religion en soi-même, la foi en soi-même, elle est bien. Le problème de base, c'est ce qu'on fait après avec ça. C'est qu'est-ce qu'on fait, c'est ça, c'est le dogme. C'est le dogme. Donc, en effet, on a créé cette structure, cette planète qui est un énorme Vatican lui-même. C'est ça, où tout elle est contrôlé par deux papesses improbables. Et en effet, après, on découvre que c'est pas tout à fait les coulisses de cet univers, c'est pas tout à fait joli. Et on a poupée, donc le dernier être vivant, les derniers êtres, vraiment les derniers, parce qu'en plus, Noah, elle est une prostitute, du sens que son métier, c'est d'être chargée avec une clé sous les dos, être vivant par 30 heures, et après tu la peux décharger et tu la jettes. Donc en effet, ces personnages improbables, on découvre qu'effectivement, il rêve, il a des sentiments. C'est toujours le mécanisme de la poupée vivante, Blade Runner, j'adore tout ça. La vie ici stoppe où? En effet, si tu penses, tu es vivant. Et donc, en effet après, on a évidemment ajouté tout. On l'a bien rempli de plein de messages.
Et du coup, donc, toute ta dynamique créatrice sur Skydoll, elle est venue de ce que tu n'as pas pu faire quelque part chez Disney, alors? Oui, exact. C'est ça. Donc là, vous voyez, elle est habillée comme, vous savez, les anges dans les cathédrales, non, avec ces choses. Mais évidemment, et après là, en effet, chaque tome, c'est une religion. Donc le premier tome, c'était la catholique, évidemment. Le deuxième, c'était Scientology. Et pour écrire, là aussi, quand vous devez écrire quelque chose, vous devez connaître les choses que vous allez écrire. Donc, parler de Scientology sans connaître Scientology, tu peux lire des tomes. Donc, on s'est inscrit. On est à Los Angeles. On a fait 7 mois là-bas. Dedans Scientology, ah oui, Tu as fréquenté l'église scientologique aux États-Unis pendant 7 mois, d'accord. Oui. Tout ça pour écrire une bande dessinée. Oui. Okay. Ça c'est de l'implication. Hein. Oui, oui, mais après, se libérer des Scientology, c'est dur. Hein, parce qu'une fois que tu es écrit, tu ne peux plus le quitter. D'accord. Ouais. Ah non. Donc, on a vécu dedans, on a compris comment était le système. C'était un système évidemment aussi bien pas propre. Vous imaginez, c'est un système fait à pyramide justement pour gagner des sous. Donc, en effet, on a écrit le tome 2, que c'est Scientology. Donc, toutes les religions, on va dire, nouvelles, les nouvelles religions. Le troisième, la religion qui c'est pas reconnu, mais c'est une religion parce que on l'a tous les jours, c'est les médias. Les médias, en effet, nous bougent à droite, à gauche, à le centre. Il fait quoi qu'il veut. S'il veut, tu peux bouger des masses avec les médias, Internet et tout. Donc, en effet, la religion du troisième, c'est le média. C'est tout ce qui marche avec tout le système des médias. Les quatrièmes, on l'a fait sous la religion, l'hindouisme. J'adore, parce que bon, ils sont fous. Donc, on a profité à l'époque des 8 000 euros de grâce pour justement faire tour en tour en Indonésie pour toucher et comprendre un petit peu comment les choses marchent là-bas. Et c'était magnifique parce qu'il y a des idées incroyables. J'adorais. Et là, les prochains, c'est pas la religion, vraiment, c'est le bouddhisme, évidemment. Mm-hmm. Donc, en effet, c'est la sous-planète où il y a plein de robots cassés. Donc, quand tu as un robot cassé, tu le jettes sur cette planète, ça s'appelle Io. Et chaque robot, il y a des robots qui apprennent à se mettre, guérir, dans le sens ils sont capables de se refaire totalement. Tellement beaucoup que chacun, il pense être Dieu. Donc, chacun robot, il a créé la religion. Donc, c'est un planète complètement fou, plein de robots qui pensent être Dieu eux-mêmes. Et donc, Noah, il doit comprendre où c'est les derniers pouvoirs qu'il doit gagner pour comprendre surtout il est qui. Parce que quand même, après, si vous avez lu Skydoll, vous comprenez que Noah, chaque fois, récupère quelque chose de quelque part. Et ça, c'est les derniers. Et c'est tout. C'est une excuse pour parler encore de la vie et la mort. Donc, c'est où les périmètres entre la vie et la mort. C'est toujours ça. Mathématiques, il n'y a que ça. Ça, c'est la même. Toujours. Oui, c'est beaucoup non, c'est très tourné vers le cycle de la vie. Là, c'est juste au caractère design. Donc, en effet, bon, Noah, il a 1000 vies. Très holistique, ouais, toujours. Très, ça, après, c'est sorti même par Marvel. Donc, à l'époque, on a fait des couvertures improbables. En Japon aussi. Donc, c'est sorti avec Black Sad, Big Band Céleste avec Nicolas De Crissi et tout. Là, pareil, l'histoire n'a pas été changée. Hein. Non, les Japonais. Marvel, on a dû mettre ça. Parce qu'en effet, à un moment, il y a une scène il y a quand même une scène un peu particulière entre la papesse et le miraculateur. et l'américain, à l'époque, Marvel nous vient dire on élève la page. Ça n'a plus de sens. Non, le problème est que les doubles, si tu lèves une page, il ne marche plus. Ouais. Les doubles pages. Donc, c'est pas grave, on met une publicité. Non. Et donc, on a dû acheter d'y mettre ça. D'accord, c'est quelque chose qui se paye, du coup, c'est ça? En effet, c'est un peu dommage qu'on a dû mettre ça. Après, juste, il y avait 2 cases qu'elle baisait. Mais bon, écoute, les Américains, comment dire,
sont comme ça, sont comme ça. Hein. Oh, t'inquiète. Hop. C'est très sensible. Hein, Ouais. Mon pavé numérique, ouais. Oui, c'est vrai que là, ouais. Hop. Ok. Bon, là, par exemple, le fait qu'un personnage il peut devenir plein de personnages, c'est intéressant. Donc, le fait que si vous créez un personnage, n'oubliez jamais que le personnage, il a toujours un parcours. Il part toujours de A pour arriver à Z. Donc, c'est aussi bien que les personnages s'y modifient pendant votre histoire, qu'ils ne restent jamais les mêmes. Nous-mêmes, on n'est pas pareil. Moi-même, je ne suis pas égale quand je vais, je ne sais pas, 30 années, aujourd'hui j'en ai 55, je ne suis pas pareil. Oui, non, c'est sûr, on évolue beaucoup. Donc, même comme on s'y met les robes, comme on parle, donc nous-mêmes, on a de l'évolution, des fois positive, des fois négative. Mais en effet, n'oubliez jamais qu'il y a devoir, votre personnage, surtout principal, il doit avoir 1000 vies. En effet, on a plein de, comment dire, on est un peu tout bipolaire, hein, je pense, dans notre cerveau. Donc, n'oubliez pas d'utiliser cette chose-là si vous faites de la créa sur votre personnage. Bon, là, sur les pages, donc c'est inutile, on parle de Schedule. Donc, en effet, sur Schedule, après, on était tellement admiratifs des Japonais, parce que, bon, c'est notre culture, pendant, il arrive des maîtres comme Morimoto et tout, donc nous, frustration, nous aussi on fait ça. Donc on a fait des pages comme ça, qui sont effectivement beaucoup plus poussées que la lecture franco-belge à 3 bandeaux, avec une liberté totalement du découpage de la page. Organiser ta page différemment. Différemment tout. Les publics, à l'époque, hein, il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Panique. Ok, on revient arrière. Et donc, on est revenu au vieux schedule. Mais c'est dommage parce que nous, on aurait bien aimé évoluer comme ça. Parce que ça, c'était une page du coup qui était prévue pour l'édition franco-belge. On l'a fait. D'accord. Okay, on l'a fait par des spin-offs. Mais on aurait bien aimé transformer l'histoire du schedule avec ce style. Mais bon, c'était un peu trop. Donc, le public ne l'a pas trop aimé. Ça, par exemple, je racontais à elle quand on parlait au téléphone, juste à quel point la créativité, même quand on est dessinateur ou coloriste, il peut arriver. Là, par exemple, c'était... On va peut-être demander au public s'il sait, s'il devine. Toi, tu sais, ouais, mais toi, je te l'ai dit aussi, c'est différent, non? Ah, d'accord. Donc là, en effet, c'était un spin-off du Silage. Donc, Jean-David Morvan et Philippe Boucher ont dit, vous voulez faire un 6 pages écrit par nous? Et nous, on dit, OK, mais tu nous laisses carte blanche sur le style. Et donc, à l'époque, on était très admiratifs de ce style un peu foufou qui venait du Japon, de Morimoto, effectivement, et à mer béton. Et en effet, on s'est dit, OK, on le fait. Et à un moment, je vais travailler ces pages-là avec les fonds blanches. Et je envie d'y ajouter un texture comme du papier pour rendre un peu plus chaleureux les couleurs. Et donc, j'étais dans ma salle de bain et je regarde ma papier toilette. Ça, c'est le scan de ma papier toilette. Comme quoi, la création est partout. Hein. Oui, je fais le scan de la papier toilette rose. Je regardais, tu vois, j'ai trouvé. Donc, je fais... Et je rappelle que Jean-David m'appelle, il me fait, c'est magnifique, c'est quoi que tu as utilisé? Je dis, mon papier toilette. Juste à quel point, des fois, on doit être très curieux. Vraiment, des fois, je suis dans la rue, je regarde toujours, je vois des tâches. En plus, aujourd'hui, pour vous, c'est facile, parce que vous avez un iPhone, un téléphone. Donc, quand vous voyez des choses un peu particulières, faites des photos. Après, les montages avec Photoshop, c'est facile. Hein? Donc, par exemple, moi, je déteste faire la rouille. Comment dire, quand on empalé, tout rouillé, un peu ancienne et tout, à l'aquarelle, c'est chiant. Et des fois, j'ai fait des photos de la rouille et je les mets une certaine mode, tu sais, que Photoshop permet de faire, les calques, les fameux calques. Et en effet, des fois, ce sont des photos. Hein. Donc, comment dire, regardez tout que vous avez à côté, parce que tout ce que vous avez ensemble, que vous pouvez l'utiliser.
n'avoir pas besoin d'aller chercher des textes sur un paillement en Internet. Que ce soit en termes de scénario ou de graphisme, Oui. en fait, il faut vraiment piocher dans tout ce qui nous entoure. En fait, Esatto, esatto. Per esempio, su ces couvertures-là, attendez, voilà, tu peux juste mettre ça. Voilà. Vous voyez là, là vous voyez pas trop bien. Pourquoi en effet l'écran, tu veux que je zoome sur quelque chose? Il y a beaucoup de lumière, donc vous ne le voyez pas. La masque, qui est la Ludovic là-bas, Ino, c'est texturé. Ben, c'est mon soutien-gorge. Là, oui, d'accord. J'ai fait le scan de la dentelle de mon soutien-gorge. Donc moi, j'utilise tout. Tout et n'importe quoi. Et en effet, les gens me disent, comment tu as fait ça? Je dis, alors c'est mon soutien-gorge. Après le papier toilette, le soutien-gorge. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris avec Canepa? Utilisez le soutien-gorge. Utilisez le papier toilette. Le soutien-gorge. Et là, évidemment, c'est tout les Japon en 100%. Là, on parle de Murakami même, comme dire, un artiste incroyable de l'art japonais, qui s'était même exposé au château de Versailles quelques années avant. Et qui, en effet, quand on l'a vu, on a pris une claque. Donc, on a vraiment, dans les yeux, un peu comme Joan Miro, on s'est pris et on a commencé à imaginer des choses un peu comme il fait Murakami. Mais c'est intéressant quand même, parce qu'après, tu peux permettre comment dire, de prendre du plaisir avec le travail. C'est ça important, prendre du plaisir, pas faire toujours la même chose. C'est important d'évoluer. Une fois que tu as fait un style, tenter de faire aussi, de ne pas rester assis sur les choses faciles qu'on est capable de faire. Et puis peut-être de croiser aussi beaucoup, parce que ce que tu nous dis depuis le début, si je comprends bien, c'est que même déjà, même tes couvertures, en fait, tu as tout de suite croisé toutes tes inspirations. En fait, tu n'as jamais été dans un style vraiment juste fermé en particulier. À chaque fois, tu as croisé les inspirations japonaises, européennes, américaines. Tu as vraiment fait à chaque fois. Par exemple, moi, j'adore tout dans l'art. J'adore les flamandes. Tout l'art flamande, donc vraiment Van Eyck, tout Bosch, Hieronyme Bosch. Je deviens folle quand je vois ça. Et en effet, je mélange beaucoup mon amour pour l'art classique avec évidemment les choses hyper modernes, parce qu'on peut mélanger effectivement du baroque, vous l'avez vu avec Scheidol, c'est du baroque. Et on mélange avec du Murakami, comment dire, c'est un artiste je pense que c'est l'artiste contemporain le plus payé du monde. Mais en effet, et ces deux mélanges, en effet, des fois, ils sont hyper intéressants. C'est ça, chercher toujours des choses aussi opposées, qui sont vraiment improbables. Et c'est là que vous faites toujours il vient toujours un mix très, très intéressant. L'appareil, bon, vous l'avez... c'est très sensible. Donc, bon, la papier toilette. Et là, pour dire, voilà, comme nous travaillons, là, ça, c'est notre storyboard. On est vraiment essentiel. Hein? Donc, si quelqu'un là, elle est intéressée à faire de la BD, c'est important que quand vous faites les fameuses cases, donc les cases de la page, vous devez absolument comprendre tout en coup d'œil, vite, tout. Comment dire, si on n'a pas ça, vous mélangez tellement, vous retrouvez avec un lecteur qui ne comprendra jamais l'histoire. Donc, je vous conseille de travailler le plus petit possible. Ça, nous, on le fait sur des post-it. On travaille sur les post-it. Ça, c'est un post-it. C'est grand comme ça. Une manière que, c'est petit, hein? On le voit, on comprend, oui, ben, un grand, il marche. C'est très important la compréhension. En fait, en effet, moi je dis toujours à les auteurs avec lesquels je travaille, vous pouvez tricher avec les premiers tomes dans la beauté des images, avec un bon dessinateur, de belles couleurs. L'histoire ne se tient pas. Deuxième tome, il n'y a plus personne. Une bonne histoire, même avec un dessin moyen, vous l'avez. Vous pouvez tenir le lectorat juste à la fin. Donc l'histoire, c'est la priorité. Toujours, n'importe quel projet, long-métrage, film, cinéma, n'importe quelle chose, l'histoire, c'est la chose plus importante. Après, évidemment, si accompagné par un bon dessin, ce n'est pas dit qu'il doit être un bon dessin. Si c'est accompagné d'un bon dessin, mieux.
Peut-être pas, des fois non, parce qu'il y a des dessinateurs qui ne sont pas incroyables, du sens qu'ils ne sont pas académiciennes, mais sont forts, quand même, ont un style très fort, donc ils marchent quand même, on disant qu'il n'est pas aussi beau. Mais en effet, l'important, c'est toujours l'histoire. Après les dessins, après les couleurs. Les couleurs, c'est un ajout. Parce qu'on peut quand même, le manga, il l'a bien dit, hein, on peut faire quand même des hyper belles histoires sans les couleurs. Sans les couleurs. Donc, une fois qu'on fait ça, on fait ça. Donc, c'est les passages après. Et si vous regardez, c'est la même. Donc, elle part. Ah! Elle regarde, elle est là. Après, là, évidemment, vu qu'il entre dans une chambre, que ce n'est pas ce qu'il y a dedans, on met juste l'information que c'est la chambre de Zhao. Et à un moment, il voit comme s'il y a quelqu'un mort. Il voit 2 petits pieds dans les sombres. Et après, il voit une poupée utilisée, évidemment, comment dire, avec sexuellement, fermée, donc stop. Et il se rend compte que elle est dans la même position. On va dire, elle est comme ça. Elle est une poupée qu'elle est vivante juste pour cette utilisation. Et en effet, c'est important. Là, pourquoi on a ajouté du gris? Parce qu'en effet, il y a un personnage très drôle au début. Donc là, on a un personnage très drôle qui suit un petit animal, que là où vous ne le voyez pas. Il entre dans la chambre. Donc du coup, on sait qu'il entre en quelque chose qui la va toucher. Donc l'ombre, elle va engobler, à la bouffer. L'ombre la prend et la dedans à la chambre. Ah, d'accord, oui. Pas compris. Et donc, dans la 3e case, elle est une contre-lumière, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, la lumière du courroie fait comme une lame de couteau, parce qu'elle est très dure. Il montre la vérité. Elle est rien. Et en effet, on a la même chose ici. Vous regardez? C'est vraiment la même chose qu'on avait fait dans le storyboard. On a juste ajouté une case au début parce qu'on voulait faire le rappel, c'est qui Zhao. Donc, vu que vous ne le connaissez pas encore, les deux parlent. Évidemment, l'autre dit Zhao. Donc, quand nous, on est de l'autre côté, on sait qu'elle, il rentre dans la chambre de Zhao. Et Zhao, effectivement, il a sa poupée pour toutes les utilisations qu'on connaît. Alors, je vois que malheureusement, on arrive déjà à 18h, donc on va peut-être faire un petit décroché sur Auchan des Grenouilles. Oui, on va donc, direct. On va devoir malheureusement tout terminer. Ah, j'arrive pas. T'inquiète. Je te laisse faire. Hop, et du coup, je me permets d'arriver directement au Auchan des Grenouilles si tu veux en dire quelques mots. Vas-y. Ouais, tout ça, c'était tes recherches, etc. Pour, là, il y avait un peu End. Vas-y. L'univers d'End. Il y avait encore de la masse. Voilà, c'est là, c'est au Champ des Grenouilles, ouais. Ah, et avant que tu commences à en parler, moi j'avais une question justement sur Au Champ des Grenouilles, puisque du coup c'est une série concept. Si tu pourras nous expliquer, donc du coup c'est un travail qui s'est fait en équipe, plus ou moins. Oui. C'est-à-dire que toi déjà t'es co-scénariste, donc du coup tu travailles avec une autre scénariste. Et du coup moi ce que je voulais... Alors les concepts, c'est moi que je les crée, parce que j'aime bien tenir la main sur mes projets. Et en effet, j'ai jamais fait des projets pour les petites, dans le sens que on a les tours à partir de 6-7 années. Et moi, je n'ai jamais écrit pour aussi petites. Je fais toujours des projets ados. Et c'est une autre écriture, parler les enfants, totalement une autre écriture. Et j'avais peur. Donc, en effet, j'ai créé tout l'univers et j'ai besoin de quelqu'un qui était capable d'écrire pour les petites. Et c'est pour ça que j'ai appelé une scénariste que je connaissais, que c'est la scénariste Anaïs Salar, qui fait déjà avec moi Sacha Tom Cruise. Et donc, elle s'occupe plutôt de l'écriture. Donc, de base, les sujets, c'est plutôt moi. Et après, moi, je donne des idées sur les scènes principales. Et après, on s'y mélange comme co-scénariste. Et du coup, il y a une raison pour laquelle tu es revenu plus vers quelque chose un peu plus jeunesse ou pas? En effet, c'est toujours l'idée que les petites d'aujourd'hui sont tellement dans les virtuels. Comme dire, moi, c'est toujours une exigence. J'ai toujours écrit pour une exigence. J'ai un rapport étrange avec la mort. Donc, c'est mon sujet principal. Et
je me suis mis juste à observer les petites. Moi, je n'ai pas des enfants. Les petites de mes copains. Ils sont toujours dans les virtuels, ils sont toujours dans leur iPhone, tablette, etc. Et moi, bon, j'ai un certain âge, évidemment, à l'époque, moi, je mangeais les vermines, je mangeais la terre, j'étais de la campagne à chercher les champignons. Mon quotidien, ce n'était pas ça du tout. Et en effet, j'ai trouvé dommage qu'aujourd'hui, on a un rapport avec la nature, surtout quand on est petite, éloigné. Et je vois bien les petites, des fois en campagne, elles ont peur du tout. Ils vont l'araignée. Ah, l'araignée, une abeille. Moi, je les prenais dans les mains et je jouais avec les abeilles. Donc, en effet, et c'est devenu quelque chose qui revenait. Et je me suis dit, et si j'explique avec une série à les nouveaux grands adultes de demain, que la nature, même un coin d'une terrasse, même les coins d'un petit jardin, en effet, c'est un microcosme incroyable qu'on peut découvrir et faire des histoires magiques. Et c'est pour ça que c'est né Chant des Grenouilles. En effet, avec l'excuse des histoires simples, linéaires, l'aventure classique d'A à Z, en effet, il y a toujours un sous-message, un deuxième message beaucoup plus important sur l'environnement, l'écologie et la nature, et le respect des animaux. C'est ce que tu disais, c'est une fable plus ou moins écologique, oui, le chant des grenouilles. Oui. Avec l'espoir que peut-être la prochaine fois, ils font plus gaffe à certains détails quand nous vont dans la campagne. Ou peut-être ils commencent à observer mieux les choses plutôt qu'avoir peur. Donc, du coup, en fait, ton processus de création, il a toujours été lié à tes questionnements, à ce que tu observes autour de toi et à tes questionnements philosophiques. Quoi. Toujours. Là, en effet, après, je n'ai parlé vite fait en groupe de copains, collègues. Tout le monde adorait le concept. Et au moment, je dis, bon, OK, on fait comment? Bon, on fait un énorme... Donc, on s'est vu, on a fait un brainstorming comme brain, donc cerveau. On s'y met à côté d'une table, tout ensemble, et on met des idées et on commence un projet. Donc, en effet, là, par exemple, c'est une recherche de l'Amazon d'Urania. Au début, il y a l'Amazon un peu de la sorcière. Donc là, c'est par exemple, c'est Jérémy Almans. Donc, la créa, en effet, c'était plusieurs personnes qui ont participé. Et en effet, il a servi comme base pour tous. C'est comme faire un film. On a fait tout un style guide de tout l'univers. On a créé même... Là, attendez. Je peux juste mettre un peu plus petite. Voilà. Là, attends. On ne la voit pas. Voilà, ok, c'est juste. Voilà. On a créé même vite fait une map, une carte, pour savoir. N'oublie pas que quand tu bouges de l'autre côté, il y a la forêt. N'oublie pas que quand. Comme ça, tu gardes une cohérence sur ton univers à chaque fois. Ouais. Oui. Donc, c'est la map. Donc, après, là, oui, si on met un peu plus grand, on a un peu plus bas, il y a tout. Là, par exemple, c'est l'interne de la cabane. Ça, c'est Jérémy qui l'avait fait. Les maisons, donc Jérémy, on a dit, j'aimerais bien, on a côté un peu victorienne et tout, donc on a pensé des maisons comme ça. Et après, évidemment, ça, c'est la pâtisserie que vous n'avez pas encore connue. Parce qu'en effet, on parle de quelque chose qui va arriver bientôt, sur les prochains tomes. Et donc, par exemple, celle-là, vous l'avez vu dans les premiers livres, qui évidemment, c'était une base d'inspiration pour Florent. Et Florent l'a totalement réinterprété à sa manière. Et on est parti. Donc là, c'est parti pour 6 années, parce que c'est une série qui va sortir chaque 6 mois. Et du coup, moi, j'aurais une dernière question à poser. Du coup, tous les dessinateurs, puisque chaque dessinateur va faire un tome, est-ce que vous avez défini l'univers avec tous les dessinateurs avant, ou est-ce que vous les faisiez intervenir vraiment au fur et à mesure? Ils travaillent tous ensemble, dans le sens que nous, on met tout dans Google Drive, on a un système où chacun a des dossiers. Chaque fois que quelqu'un fait des pages, il les met dedans, et comme ça, les autres, ils peuvent regarder. Parce qu'en effet, si on fait une cabane, il doit être la même cabane. et donc, entre eux, ils parlent beaucoup, on s'y voit régulièrement pour créer quelque chose qui a du sens. Mais la chose que je voulais est que chaque auteur, il avait sa patte. Donc, vous avez connu évidemment Florent Sacré, que c'est un tueur, dans les premiers. Les deuxièmes, c'est le même dessinateur que vous voyez ici, qui s'appelle Jérémy.
Mais après, il y aura Aurélie Néré des Canettes Cerises, Alexis Nem, Carascoët. Vraiment, vous verrez. On va dire, c'est un super beau projet. Okay. Voilà. Ben, merci beaucoup Barbara, je suis désolée, on va devoir s'arrêter là, mais en tout cas c'était une super heure. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. Et puis on souhaite une belle vie à Auchan des Grenouilles et je pense qu'elle a de l'avenir.